Confidence et bienvenue à tous nos auditeurs et nos auditrices. En Martinique, on nous situe comme le fils ou la fille d'eux. Si perchés sur notre arbre, nous apercevons encore nos ancêtres, quelle relation avons-nous avec eux? Comment nous influencent-ils? Comment prendre conscience de leur présence-absence dans leur vie? Comment transmettre la féminité? Mon prénom est-il réellement un choix ou est-il en résonance avec un de ses ancêtres? Autant de questions auxquelles va tenter de répondre aujourd'hui Sylvie Baumé, psychanalyste et sexothérapeute, autour de l'héritage transgénérationnel. Bonjour Sylvie. Bonjour Fabienne. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, tout d'abord, on change un petit peu les règles pour nos auditeurs et nos auditrices de l'émission Confidence pour Confidence, puisque dans une première partie, comme d'habitude, nous allons découvrir Sylvie Baumé et lui poser des questions autour de l'héritage transgénérationnel. Mais petite surprise dans la deuxième partie, où nous aurons quelques questions récoltées de nos auditeurs autour de ce thème. Sylvie, on ne naît pas femme, on le devient? Oui. Ça, c'est la grande phrase de Simone de Beauvoir et je pense que c'est elle, au départ, qui est partie à me faire dire cette histoire, cet héritage, comment on le devient. Ça a été même une phrase d'en-tête de mon mémoire de psychanalyste. Et cette phrase, je pense qu'elle est aussi pour une femme, autant que pour un homme. On ne naît pas homme non plus, on le devient, par rapport à tout ce que nos ancêtres, mère, père, grand-père, ont pu nous transmettre. Cet héritage qui peut être conscient de temps en temps, mais surtout inconscient, que l'on se traîne. C'est vrai que Anne Ancelin, Schützenberger, c'est elle, une des premières en France, qui a parlé un petit peu de la psychogénéalogie, qui a été repris, très intéressant. Voilà, après, qui a été repris par Didier Dumas aussi. On parlait de fantômes. Ça a été un des premiers à parler de fantômes de nos histoires. Voilà, on se porte ça, on se traîne sans savoir des fois pourquoi. On est triste, on n'est pas bien, pourquoi. On s'aperçoit que c'est pas forcément notre histoire que l'on vit, mais peut-être l'histoire de nos ancêtres. Et quand on a conscience de ça, ça fait un bout de vie, un bout de chemin pour accepter après notre identité et de se faire notre propre identité. Oui, alors là, vous parlez de l'héritage transgénérationnel, ce que l'on reçoit, ce que l'on transmet de génération en génération. Qu'est-ce qui vous a amené justement sur le chemin de la psychanalyse et de la sexothérapie? Alors, la psychanalyse, j'ai toujours été un peu attirée par tout ce qui était de l'humain. J'ai commencé même par de l'astrologie. Au départ, ça a été ça, un petit peu pour découvrir son identité. Je faisais de l'astropsychologie. Et puis bon, j'avais fini mes recherches là-dessus et je voulais passer à autre chose. Il me manquait encore quelque chose pour aborder vraiment, creuser. Quand j'étais petite fille, je voulais être détective privée. Je pense que c'est peut-être... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à trouver. Trouver une enquête sur les ancêtres. C'est ça, mais là c'est une enquête peut-être par rapport à l'inconscient en fait. Cet inconscient qui est là et puis qui est quand même plus important que notre conscient, sachant qu'on a 85%, 90% de notre inconscient par rapport au conscient, donc c'est quand même très important. Et puis voilà, j'ai parcouru, fait des rencontres et la psychanalyse, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que c'est quelque chose en ce moment un petit peu de particulier, de décrier, de critiquer. Et je suis fière aujourd'hui d'être psychanalyste. Il y a des confrères même qui se disent « Oh là là, on va cacher, on va pas dire qu'on est psychanalyste, ça fait peur ». Et donc peut-être de découvrir la psychanalyse autrement, un petit peu contemporaine, et puis pas à voir la psychanalyse comme autrefois, un petit peu avec ces cures qui durent très longtemps, tout ce parcours-là qui a quand même bien changé aujourd'hui.
Et puis après, la sexothérapie, c'est un petit peu par rapport aussi à ma vie, à ma problématique de petite fille, de femme, où on n'a peut-être pas transmis le féminin, qui est particulier, hein. On transmet le féminin, le masculin, c'est pas toujours facile à transmettre. Et on hérite de ça. Comment on devient femme, comment on devient une petite fille, c'est ça. Mère aussi, hein, voilà, il n'y a pas d'école. Oui, parce qu'on avait parlé lors de notre entretien, justement, avant l'interview, comment vivre sa féminité et surtout comment et en plus surtout, je ne sais pas comment dire, comment la transmettre. C'est ça. C'est le problème de transmettre. Pour pouvoir transmettre, il faut d'abord reçu. Hein, ça, c'est quelque chose qui est quand même important. On transmet ce que l'on reçoit. Des fois, on ne peut pas donner d'amour parce qu'on n'en a pas reçu. On ne peut pas donner une éducation pour construire une petite fille, un petit garçon, si nous-mêmes, nous ne l'avons pas reçu. Et c'est vrai que dans les générations d'avant, tout ce qui était identité sexuelle, masculin, féminin, on ne le transmettait pas, on n'en parlait pas. Mais en même temps, est-ce que la féminité, est-ce que c'est quelque chose qui s'explique? Comment on l'explique? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu démunies par rapport à ça. Alors, il y a la féminité, il y a le féminin. Il ne faut pas tout mélanger, c'est pas pareil. On ne transmet pas une féminité. On est féminine ou on ne l'est pas. Alors c'est surtout par identification, bien sûr, à sa maman. Quand on est une petite fille, si maman se maquille, on va faire comme maman. Si maman met des hauts souliers, on va vite prendre les chaussures de maman. Ça, c'est le côté féminité. Identification à la maman. Petit garçon, identification au papa, bien sûr. Ça fait partie aussi du développement de l'enfant. Ça fait partie de sa construction, de son identité, d'être sexué avant tout. Malheureusement, les générations avant ont éduqué la petite fille pour qu'elle devienne mère. Voilà. Et puis une maman, elle est mère avant tout, elle n'est pas femme. Et ça, pour une petite fille, si elle ne voit pas sa maman femme, elle va devenir une maman, mais pas forcément femme. Et c'est ça qui est dur à transmettre quand on n'a pas ça. Quand on a une maman qui est débordante de maman, justement, une trop-maman. Et puis, si la petite fille ne voit pas dans le couple, vraiment, un papa et une maman, mais qui sont avant tout couple, qui sont vraiment sexués, voilà. Elle va être difficilement sexuée après. C'est une maman à demander à sa fille, à expliquer à sa fille qu'on est aussi une femme, ou qu'elle va le devenir, qu'elle a un corps pour porter un bébé, mais aussi un corps pour aimer. Un corps pour aimer un homme, et pareil pour le papa, pour transmettre à son fils, transmettre cette particularité d'être un homme ou d'une femme. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est important de voir la mère, mais aussi que la petite fille puisse voir la femme. C'est ça. Un petit peu les deux côtés, sinon... Tout à fait. Voilà, on se positionne qu'en tant que maman aussi, lorsqu'on est... C'est ça, exactement. C'est cette identification qui est importante au niveau maternel, mais aussi avant tout de femme ou d'homme. On se mettait beaucoup de barrières autrefois, par rapport à cette éducation, par rapport à cette morale, par rapport à la religion aussi, qui quand même était très très importante autrefois. Vous parliez beaucoup de tabous. Voilà. Il y a encore des tabous aujourd'hui. Mais oui, malheureusement, il y a encore 2 sujets tabous, la sexualité, la mort. Ce sont encore 2 sujets très tabous. Les parents ont des difficultés à parler avec leurs enfants, même leurs adolescents. Moi, je reçois des adolescents et qui me disent, mais voilà, j'ai tel âge, 20 ans, comment on fait? Je ne sais pas comment aborder une fille, par exemple. Comment on fait pour aborder une fille? Et la fille, bon, c'est à moi d'aborder le garçon ou j'attends que le garçon m'aborde? Comment faire? Voilà, c'est encore difficile. Des mamans n'ont pas
ne savent pas. Et puis l'école aussi, l'éducation nationale n'aide pas non plus. Hein. Oui, est-ce qu'il y a des programmes En 4e, oui, il va y avoir dans un programme. Voilà, le programme où il y a le corps de l'homme, de la femme, et puis voilà, quoi, ça dure quoi, 2-3 leçons, et puis c'est tout. Ça se résume à ça. Ça se résume très vite à ça. Quand on connaît la complexité. Tout à fait, malheureusement. Et puis on parle pas d'identité aussi, forcément. Hein, donc, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile, et au contraire, on se dit, on est quand même en 2017. Parler, ça devrait être justement, on parle de libération, hein, on a parlé de la libération de la femme, on a parlé de tout ça. On en a parlé, effectivement. Voilà, on en parlait, et puis aujourd'hui on est quand même aussi au cœur du sujet avec tout ce qui est, voilà, inégalité, maltraitance, harcèlement, sujet, voilà, tout ça. C'est un sujet là qui est brûlant actuellement. Voilà, c'est encore brûlant, mais je sais pas, ça a été brûlant depuis des années, on se traîne encore ça. Et ça fait peur, est-ce qu'on va pouvoir en sortir de ça ? Et justement, si l'éducation au départ n'est pas là, si on ne dit pas à une petite fille, voilà, tu es une petite fille, à toi à t'assumer, à assumer ta responsabilité, ton identité de petite fille et plus tard de femme, ça va être compliqué pour qu'elle puisse après transmettre à ses enfants si elle a des enfants. Hein, voilà, donc laisser ces tabous, être plus libre avec ses enfants pour qu'après ils puissent être plus libres à vivre leur propre vie. Voilà, vivre leur propre vie sans vivre la vie de leurs parents, de leurs ancêtres. Hein, voilà, d'avoir ces fantômes-là qui nous pèsent et de savoir mais d'où ça vient, de cet inconscient-là, de vivre avec ça. Et des fois c'est lourd, hein, ce sont des blessures lourdes, et justement, Didier Dumas, j'en parlais tout à l'heure, c'est lui qui, par rapport à son expérience, qui a pu voir que cet héritage, ces symptômes après que l'on a par rapport à cet héritage, c'est surtout par rapport à 2 sujets. Et on en revient encore au tabou, c'est-à-dire la sexualité et la mort. Quand il y a eu des morts de générations antérieures qui n'ont pas été vraiment vécues ou qui ont été interdites, on n'en parlait pas, des non-dits, des choses que l'on cachait. On s'aperçoit que à certaines dates, des dates de la mort de cette personne par exemple, 2-3 générations après, quand arrive cette date, la fille, le garçon éprouve de la peine, de la tristesse, un mal-être et ne sait pas forcément pourquoi. Et quand on remonte un petit peu par rapport à son arbre, on s'aperçoit qu'une génération avant, il y a eu à telle date, à tel âge, peut-être une mort d'une personne, d'un ancêtre. Et quand on remonte encore plus haut, des fois, il y a encore eu cette mort-là qui apparaît. Voilà. Ça, ce sont comme on a pu voir des événements tragiques qui nous pèsent encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas su en parler. Après, par rapport à la sexualité, c'est un petit peu ça aussi. Des amours qui ont été, qui n'ont pas pu être vécus, des amours pas vécus ou des avortements, des enfants qu'on a cachés. Et par rapport à cette sexualité, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Ça peut bloquer, ça peut... Bien sûr, ça peut bloquer. Et souvent, des patients qui viennent me voir pour des problèmes au départ sexuels, des dysfonctionnements, et on s'aperçoit d'abord, ma première question, je dis voilà, vous avez été voir un médecin, vous avez été voir un gynécologue, un vraiment médecin au départ, et pour savoir si c'est pas physique, hein, voilà. Et oui, tout va bien, d'accord, ok. Donc à partir de là, on peut voir qu'il y a un blocage, mais ce blocage-là devient psychique. Hein, et moi je suis là un petit peu pour creuser, pour voir un petit peu tout ça. Donc quand je reçois ces femmes, ces hommes, des couples aussi qui traînent des fois des histoires qui ne leur appartiennent pas. Et souvent on vit par fidélité inconsciente. On est fidèle à nos parents, à nos grands-parents, et cette fidélité inconsciente, elle nous pourrit notre vie. Elle nous pèse, elle nous empêche d'avancer, si je puis dire. C'est ça. Et pour avancer, il faut vraiment
avoir sur le devant, avoir rien. Vivre notre passé, il faut le mettre sur le côté et derrière. Tant que notre passé est bien à côté de nous ou devant nous, c'est compliqué d'avancer. Donc voir avec le patient justement d'où peut remonter ses peurs, ses angoisses aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre en même temps que le patient d'où ça peut venir. Donc c'est un petit peu sa recherche à lui à faire auprès de ses parents s'il en a, auprès de ses grands-parents. Donc il arrive après avec un petit arbre. Comme une enquête, comme voilà, vous disiez exactement. Tout à l'heure. Il arrive avec des renseignements et puis de prendre conscience de ça. Des fois ça suffit, et après de pouvoir en parler. Voilà. Déjà on débriefe un petit peu par rapport à son histoire. Et quand on prend conscience de tout ça, quand on peut en parler, ah ben oui, il y a eu ça a été le problème dans ma famille. Ah oui, d'accord, maintenant je sais d'où ça vient. Voilà. Alors, vous avez choisi, Sylvie Baumet, la chanson Ah, si j'étais un homme de Diane Tell. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène, pour les trop mauvais temps. Vous avez choisi Ah, si j'étais un homme de Diane Tell, Sylvie. Pourquoi cette chanson ? Alors cette chanson, au départ, m'est venue, c'est la première chanson qui m'est venue en tête. C'est une belle ballade romantique que nombreuses jeunes filles, jeunes femmes ont pu écouter et peut-être s'identifier à cette chanson à l'époque quand elle est sortie. Et puis par rapport aussi peut-être aux jeunes femmes qui avaient des lectures de romans, de romantisme, de tous ces films un peu américains où on avait envie peut-être de s'évader de tout ça, d'être une femme avec qui on pouvait avoir des beaux châteaux ou des beaux bijoux, etc. Mais c'est aussi de se dire, on m'a transmis, je suis femme, et on m'a transmis le ne pas. Ne pas faire, ne pas dire, c'est pas une femme de dire des choses, de faire des choses. Et ça, c'est pareil par rapport à cette transmission et cet héritage. Ça se transmet de génération en génération. Voilà, ne pas dire. Alors qu'à un homme, au contraire, par opposé à un homme où on va lui dire fais ceci, fais cela. Et par la phrase élevée, le vers célèbre de Kipling, sois un homme mon fils, lui on lui dit fais ceci, fais cela. Et à une femme, c'est plutôt dans la négation. Alors, comment vous avez promis, on a quelques questions d'auditrices. Donc, Isabelle qui demande si le prénom que l'on porte a une incidence sur notre trajectoire personnelle quand ce prénom est associé à un ancêtre. Alors oui, bien sûr. Ce prénom, s'il a été dit, identifié plusieurs fois dans l'histoire personnelle de la famille, si, mettons, c'est un petit garçon qui va s'appeler Pierre et on se rend compte que son grand-père pouvait s'appeler Pierre, son arrière-grand-père, ou alors on peut sauter aussi jusqu'à 6 générations, et puis que ce Pierre-là a mené peut-être une vie compliquée parce qu'il y a eu la guerre, ou parce qu'il a été héros d'une bataille, ou au contraire, il a vécu des choses terribles, des événements terribles. Ce prénom, il y a une âme. Il y a une âme, et quand on transmet, on va dire je vais appeler mon enfant Pierre. Souvent, inconsciemment, c'est parce que peut-être qu'on pense à cet ancêtre qui a pu traverser des choses, et on se dit en hommage. Voilà. Et je parlais tout à l'heure de fidélité inconsciente. Peut-être par fidélité, on va donner ce prénom à son enfant, et puis ça va suivre. Mais cet enfant, lui,
il reçoit ça aujourd'hui, il va pas forcément connaître l'histoire Tout de le ce poids, voilà, C'est ça. de l'héritage. Tout à fait. Et souvent, on a perdu aussi le fil parce que si ça a sauté d'une génération, on ne sait pas trop pourquoi. Et on sait que c'est des fois compliqué à porter un prénom, surtout quand il a été malmené. Hein. Au contraire, quand elle a été un héros, alors c'est pareil, quand ce prénom représente une personne qui a été identifiée comme un héros ou une personne importante de la famille, après se dire est-ce que je vais être capable aussi de pouvoir assumer ce prénom, de pouvoir dire voilà, je porte ce prénom et je vais l'honorer. Alors, une autre question de Muriel qui demande quelle est l'influence sur nous du rapport de nos ancêtres à l'argent. Ancêtre à l'argent. À l'argent, Alors, au type de métier, voilà D'accord. ce qu'elle m'a expliqué, au type de métier qui se transmet un petit peu. C'est surtout par rapport aux ancêtres, par rapport au patrimoine qu'ils ont pu donner, cette notion d'argent. Est-ce que je vais pouvoir transmettre à mes enfants mon patrimoine en même temps que la notion d'argent ? Est-ce que mes enfants vont reprendre mon activité, ou professionnelle ou pas ? Oui, c'est ça, c'est quand il y a une activité professionnelle qui se répète. Voilà, c'est et ça. dont on serait tenu de continuer, médecin, de père en fils, hein, comme Voilà, on disait. alors est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de suivre ce chemin-là de mon père, de mon grand-père, de devenir médecin, ou pas du tout, j'ai envie de vivre aussi ma vie. Il y avait peut-être aussi une sorte d'épée Damoclès sur la tête d'enfants à une certaine période où je suis médecin, tu seras médecin. Encore aujourd'hui, hein, on pousse un peu dans les certaines familles, oui, tout à fait. voilà, J'ai fait médecine. les fameuses écoles de commerce. Oui, de commerce, de médecine aussi. Voilà, Je suis médecin, tu seras médecin, ainsi de suite. Demander à l'enfant aujourd'hui ce qu'il en pense de ça. Je pense que c'est aussi cette liberté que l'on a aujourd'hui de pouvoir un petit peu dialoguer avec ses parents et de pouvoir un petit peu prendre le devant, le dessus en disant non, moi j'ai envie d'être jardinier, j'ai pas envie d'être médecin par exemple. Voilà, ça c'est par rapport à ça, voilà. Merci Sylvie d'avoir répondu aux questions de nos deux auditrices. Et vous, merci. en quelques mots, quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Alors, je prépare une conférence qui se passera le 23 novembre à la Maison des Associations à Mérignac, justement sur cet héritage transgénérationnel que je ferai avec Béatrice Horner, qui est coach en développement individuel, et on parlera de cet héritage et du triangle aussi dramatique de Cartman. Oui. Voilà, ce triangle où il y a 3 rôles à jouer, le persécuteur, le persécuté et le sauveur. Voilà, donc, alors, on vous mettra le lien sur Facebook, si voilà. vous êtes intéressé. Je crois que l'émission arrive à sa fin, on fait de grands signes. Donc, on va devoir malheureusement nous quitter. Et on va remercier Sylvie Baumier. Merci beaucoup Fabienne. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez aimé l'émission. À très bientôt. Au revoir. Radio CHU, c'est ta radio.